3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prade est avec nous, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Alain Dubrul à vos côtés. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco et Vincent Lecartier avec nous également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. C'est le sujet ou ce sont les sujets de discussion en cette rentrée qui apportent un peu de perturbation dans les marchés. Et commençons par là, le pétrole, 30% de hausse en 3 mois, $90. On a connu pire, mais c'est vrai que ce rebond n'était peut-être pas anticipé aussi fort, aussi vite, pour voir le baril de pétrole revenir sur les niveaux qu'on connaissait en novembre 2022. Le dollar remonte également, je le signalais, remettant de la pression sur un certain nombre de devises émergentes. On pourra parler du yuan chinois, mais également le yen japonais, qui se retrouve à nouveau sous pression avec des alertes lancées par les autorités locales sur cette question précise des devises. Et puis des secteurs clés, effectivement, qui donnent des petits signes de faiblesse en cette rentrée. Mais sur la partie un peu macro, est-ce que le récit de la désinflation immaculée qui accompagne notamment le narratif américain depuis quelque temps, est-ce que ce récit est contrarié, voire pris un peu à revers en cette rentrée, Vincent ? Alors pour ce qui est du pétrole, on revient grosso modo un an en arrière, sauf que le dollar, lui, a quand même perdu 10%. Par rapport au niveau qu'il avait il y a un an. Donc, il a baissé jusqu'au mois de juin ou juillet, le dollar. Donc pour un Américain, la chose est insensible, puisque c'est facturé en dollars. Par contre, pour un investisseur européen, pour un industriel européen, la facture est quand même un peu moins élevée que ce qu'on pouvait avoir. Moi, mon impression sur l'été, c'est que on a des déceptions sur la partie croissance chinoise, des déceptions sur la croissance européenne, que les États-Unis, c'est l'inverse. On reste plutôt dans une bonne dynamique à surprendre favorablement les marchés. Comme les marchés regardent en priorité la croissance américaine, le consommateur final américain, comme l'industrie américaine est relancée de façon assez intensive par différents plans internes, on se retrouve du coup à avoir des marchés qui ont tendance à plutôt rester sur le focus américain. Donc effectivement, je pense que ça donne une impression de croissance qui tient finalement plutôt bien. L'atterrissage en douceur a l'air de se confirmer. Donc le scénario d'une Fed qui a terminé ses hausses de taux pose encore un petit peu question. Moi, mon pressentiment personnel, c'est que le sujet est quand même derrière nous pour la Fed. Par contre, le gros de la pression, il va se faire désormais sur la partie quantitative tightening. Le deuxième sujet pour moi, c'est que les États et les entreprises vont avoir besoin de lever des capitaux pour les différents investissements qu'on doit faire, transition énergétique, santé, défense, etc. Le numérique avec l'intelligence artificielle, etc. Il va financer le cycle de CAPEX, comme on l'appelle. Donc en clair, il va y avoir probablement une tension sur les taux longs, puisque on a à la fois beaucoup d'émetteurs qui vont se présenter et en face de ça des banques centrales qui se retirent sur les taux longs. Donc se pose la question de revenir ou pas sur les taux longs. Moi personnellement je suis un petit peu prudent. Par contre les taux courts, j'ai l'impression que la croissance, globalement, est en train de se normaliser l'année prochaine. Donc, le scénario d'atterrissage en douceur, pour moi, il est assez valable. Je pense qu'il y a un facteur qui pourrait surprendre favorablement sur les prochains mois, c'est le manufacturier. Mon pressentiment, c'est qu'en fait, on a eu deux phénomènes de stockage très violents avec la Covid d'abord, où les entreprises manquaient de biens, donc il fallait stocker impérativement rapidement, et qu'ensuite, avec l'hyperinflation qu'on a eue, il y a eu une rebelote. Elles ont été obligées de stocker le plus vite possible pour éviter de payer plus cher leurs biens quelques mois plus tard. Que 2023, c'est une année de déstockage. Elles sont en train de consommer ces réserves qu'elles ont constituées. Et que l'année prochaine devrait être une phase de renormalisation. D'où la faiblesse de la production qu'on observe aujourd'hui, manufacturière, industrielle. Exactement. Parce qu'on est encore en train de déstocker Exactement. Donc pour boucler un petit peu sur votre question sur le pétrole, j'ai l'impression que, évidemment, c'est les restrictions de production qui ont été annoncées par l'OPEP+, et la Russie, donc une contrainte d'offre,
Enfin, le pétrole, il a commencé à remonter déjà depuis 2-3 mois. Hein. C'est ce que je voulais vous dire. La Russie et l'Arabie Saoudite, c'était il y a 2 jours. Je voulais en arriver là. C'est-à-dire que je pense que les Chinois ont commencé déjà à liquider une partie de leur stock de matières premières, qu'ils sont en train de les reconstituer progressivement et que on n'a pas forcément cette impression de l'extérieur parce qu'on regarde les statistiques macroéconomiques, donc on ne voit pas forcément cette reprise économique qui est en train de se dessiner, mais je pense qu'au niveau industriel, et pour moi les prix des matières premières, de beaucoup de matières premières, déjà le laissent un peu pressentir, c'est qu'on a cette reprise manufacturière qui est en train de se dessiner et que les industriels sont en train de reconstituer des stocks. Céline, en tant que stock picker, comment vous regardez là, ces histoires de cycle économique aujourd'hui et même peut-être même de sentiment de marché? C'est vrai que Vincent l'a très bien décrit. Le sentiment sur les États-Unis continue d'être toujours un peu plus positif que ce qu'on pourrait craindre. À l'inverse, à l'autre bout du spectre, on a la Chine où le sentiment déjà très négatif des derniers mois n'a pas encore, semble-t-il, atteint son paroxysme ou son climax. En effet, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Vincent à l'instant. On est en train de vivre une normalisation, en quelque sorte, en cette année 2023 sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on comprend qu'effectivement, on va être dans un environnement avec des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps. Et peut-être qu'il a fallu, en cet été, on intègre cette donnée qui n'avait pas été complètement intégrée par les marchés jusqu'à présent. Et donc c'est pour ça qu'on a eu quelques secousses au mois d'août, on a des secousses en ce mois de septembre, parce qu'on est en train d'intégrer cette donnée dans les marchés et dans la valorisation des entreprises. Parce que malheureusement, des taux d'intérêt, ça veut dire qu'on est dans un environnement plus sain, qu'effectivement il y a plus de croissance, que ça ne va pas si mal que ça, mais ça veut dire aussi qu'il y a moins de liquidités, que c'est plus difficile d'aller chercher des financements et qu'il faut avoir des niveaux de valorisation plus bas que ce qu'on avait intégré jusqu'à présent. Donc, c'est d'un côté positif, mais de l'autre côté, ça a une incidence sur les niveaux des valorisations. Et jusqu'à présent, on n'avait pas tellement fait cas de cette donnée jusqu'à cet été 2023. Donc c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui va nous permettre de retrouver un petit peu de la réalité. Donc maintenant, les valorisations ne vont pas augmenter à nouveau. Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde les bénéfices d'entreprise. Et là, il faut faire un peu plus son travail. Donc, comme vous le disiez à l'instant, il faut retrouver son savoir-faire de stock picker. Vous parliez d'Apple tout à l'heure, vous parliez des grandes valeurs avec cette grille de lecture, c'est ce que vous voyez sur la tech et sur le luxe, qui ne sont peut-être pas vos secteurs de prédilection, Céline, mais vous n'êtes pas étonné de voir ces secteurs un peu sous pression? D'habitude, quand Apple perd 3,5% sur une séance, c'est buy the dip tout de suite. LVMH, je ne sais pas, je n'ai pas la série en tête, mais au moins 6 séances de baisse sur LVMH qui perd quasiment 2% tous les jours. Les ventes. J'ai pas vu ça depuis longtemps. Normalement, après 10% de baisse sur LVMH, c'est tout le monde se rue pour acheter. Après, il faut regarder les chiffres. Donc, on a effectivement Apple, les ventes étaient en baisse de 1,5% sur le deuxième trimestre, ce qui veut dire que c'est quand même pas un océan de bonnes nouvelles qui vient de cette entreprise. Et si on regarde le luxe, on parlait de la Chine à l'instant, si on est cohérent avec nous-mêmes et qu'on pense qu'effectivement il y a un ralentissement économique en Chine, il n'y a aucune raison de penser qu'il faut acheter massivement des sociétés exposées à la Chine comme les sociétés du luxe. Donc il y a une incohérence de ce côté-là qui est en train d'être mise à jour et donc tout ça est extrêmement rationnel. Alors après, la grande question, c'est de savoir est-ce qu'il faut du coup s'intéresser ou pas au marché actions en ce mois de septembre 2023. Voilà. Très bonne question. La question, à mon avis, elle est... Il faut toujours s'intéresser au marché actions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a une totale bifurcation. Donc, comme vous parliez à l'instant des 7 magnifiques, les 7 magnifiques représentent quasiment 30% de l'indice américain. L'indice américain représente 62% des indices mondiaux. Donc, ce qui est intéressant pour nous en tant qu'investisseurs qui sont capables de faire du stock picking, c'est qu'il y a des sociétés en dehors de cette magnifique, mais que ces 7 magnifiques, si jamais ils baissent parce que les valorisations baissent, ils vont entraîner les indices avec eux. Ouais. Donc c'est ça qui est quand même très compliqué pour un investisseur qui investirait dans des trackers. Il faut faire attention parce que ces 7 magnifiques vont entraîner les autres. Donc comme en 2000-2001, quand vous aviez eu des Cisco, des Intel qui baissaient, ça entraînait le reste. Là, ça risque d'être à peu près le même type d'environnement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire, parce que
comme de la même façon en 2000, 2001, 2002, il y avait des choses à faire, il y a des opportunités à saisir aujourd'hui sur les marchés actions qui sont extrêmement concentrées. On n'a pas été aussi concentré depuis 23 ans. Donc la concentration, c'est-à-dire qu'il y a de l'autre côté des opportunités à saisir et c'est ça qui rend les choses intéressantes. Ce que vous dites en creux quand même, Céline, c'est que si on veut sortir des, entre guillemets, des sentiers battus, des indices et aller prendre du risque en dehors des 30 méga caps mondiales qui font les perfs des indices, si on veut être payé pour prendre ce risque-là, il ne faut pas que cette partie-là du marché s'effondre non plus. On peut avoir... Regardez, par exemple, relatif, ce qui s'est passé. Peut-être qu'on fera mieux. Regardons ce qui s'est passé, par exemple, l'année dernière sur cette année 2022. Personne n'a intérêt à ce que ces secteurs-là craquent. Sur craquent. l'année 2022, on a eu une baisse des marchés financiers de 14%. Ce qui n'a pas empêché d'avoir des sociétés comme Merck qui ont monté l'année dernière. Ce qui n'a pas empêché une société comme Total de monter l'année dernière. Donc il faut quand même qu'on ait conscience du fait que tout ça est possible. Quand on a une concentration extrême des marchés, si vous avez la possibilité en tant qu'investisseur d'aller chercher ailleurs, ça vous donne des opportunités qu'on aurait rarement. Parce qu'en tant que gérant, on nous dit souvent, de toute façon, ça ne sert à rien de payer un gérant actif parce que les trackers font mieux. On n'est pas payé pour prendre du risque en dehors des indices. Effectivement, comme depuis 2009, on a eu des taux d'intérêt qui ne faisaient que baisser année après année, avec une liquidité qui était extrêmement simple à obtenir, notre travail de gérant n'a pas tellement de valeur ajoutée. Il suffit juste d'aller prendre les trackers qui vont aller, qui bénéficient à plein de cette expansion de liquidité. Aujourd'hui, on a une liquidité qui se retire, et comme disait Warren Buffett, c'est quand la liquidité se retire qu'on voit qu'il y avait un maillot de bain. Mais donc, il faut que vous ayez des gérants qui peuvent aller voir celui qui avait un maillot de bain ou pas. C'est-à-dire que la liquidité, la mer, c'est pas encore suffisant, parce que ça fait quand même déjà quelques temps que la liquidité, qu'on a commencé à taper un peu le robinet de la liquidité, et la concentration est toujours plus importante. Là, on est en train d'avoir des taux réels qui sont à 2%. Oui, ça fait très très longtemps qu'on n'était pas sur les taux réels qui étaient aussi élevés, et jusqu'à présent, on n'avait pas eu des taux qui étaient aussi élevés. Donc c'est pour ça. C'est maintenant que ça commence, quoi. C'est pour ça qu'on a eu le FTSE qui avait atteint un pic en février, le CAC 40 en avril, le DAX pendant le mois d'août. Et là, on voit qu'il y a tout un certain nombre de signaux, le Nasdaq, etc. Voilà. Donc, c'est une liquidité qui se retire globalement, qui rend les choses plus difficiles. Mais si vous n'avez pas de dette et que vous êtes bien positionné, que vous avez des bénéfices qui montent, regardez sur une séance comme aujourd'hui, il y a des titres qui montent. Et oui, voilà. La liquidité a un coût aujourd'hui, elle est plus rare. Oula, alors, sur ces considérations, qu'est-ce qui vous intéresse là dans tout ce qu'on a déjà dit? Je vais rebondir sur ce qui a été dit. Bien sûr. Les taux réels enfin positifs, c'est ce qu'a dit Powell d'ailleurs à Jackson Hole. C'est important parce que ça fait un moment que les taux montent, mais il y avait aussi beaucoup d'inflation et en réalité la hausse des taux jusqu'à maintenant, les taux étaient encore réels, les réels étaient encore négatifs. Pas aux États-Unis. Enfin, on peut les mesurer de différentes manières, mais aux États-Unis, on était bien à 5-6 d'inflation et. Ouais. Et donc, non. Les anticipations d'inflation, si on prend du 10 ans, elles n'étaient pas 5-6. D'accord. Mais les taux réels positifs, réellement positifs, c'est maintenant. Quelques mois. Et l'effet retardé de la hausse des taux, en effet, je suis d'accord avec vous, on commence à le sentir vraiment. Par exemple, dans le bâtiment, jusqu'au printemps, tout le monde était toujours très occupé à rattraper le retard des chantiers qui avaient énormément de retard. Et donc, c'est toujours une suractivité. Là, on voit bien que les transactions ont divisé par 2, les constructions neuves, on voit bien que les chiffres sont très mauvais. Aux États-Unis, la construction n'a pas détruit un seul emploi. Oui, enfin. Parce qu'à côté de ça, il y a la construction d'usines industrielles. Oui, il y a les plans de oui, mais quand ça va pas bien d'un côté, il y a une autre partie du segment immobilier. C'est pas un secteur qui détruit des emplois aujourd'hui aux États-Unis. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais enfin, sur les créations d'emplois aux États-Unis, c'est surtout les services, sur tout ce qui est hôtellerie, restauration, dans un effet de rattrapage. Alors, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que, en gros, avec le Covid, on a eu un bond du manufacturing parce que quand les gens étaient chez eux, ils achetaient des biens industriels. Et puis, il y a des problèmes de stockage, donc les gens ont restocké. Puis là, on est plutôt dans une période où les gens sortent, ils vont à des concerts. Et le tourisme a jamais aussi bien marché. Donc, il y a peut-être eu un peu des effets qui sont difficiles à estimer, finalement, avec ces périodes un peu particulières. Donc, effectivement, il y a eu probablement que dans l'industrie, on a subi un peu de déstockage. Peut-être que dans les services, on va arriver un peu dans une sorte de gueule de bois à l'automne. On voit les compagnies aériennes comme ça commence un petit peu plafonner. Bon, plus généralement, nous, ce qu'on pense, c'est que les taux d'intérêt, les taux réels positifs, ça va finir par freiner l'économie. On a quand même beaucoup de signes qui sont avant-coureurs. Ça va donc avoir un impact négatif sur les résultats des entreprises. On commence à le voir. Alors, c'est en grande partie anticipé, je vous l'accorde, mais ça va quand même un peu faire mal dans un contexte de liquidité moins importante. Donc nous, notre première conviction, c'est quand même que du côté des taux longs, ça va finir par craquer et qu'on va avoir, avec le ralentissement de l'économie et une certaine désinflation malgré tout, n'en déplaise au prix du pétrole, qui à mon avis sont quand même plus tirés par un problème d'offre qu'un problème de demande,
on a quand même un scénario dans lequel les taux longs vont pas s'effondrer, mais vont commencer à baisser. Et donc, à partir du moment où ils commencent à baisser, je pense qu'il y a des opportunités assez intéressantes sur la partie longue de la courbe, parce que, dans un premier temps, les actions ne vont pas forcément bien réagir au ralentissement économique. Maintenant, dans un deuxième temps, qui dit des taux longs qui commencent à baisser, veut dire aussi des anticipations de banques centrales qui vont, elles aussi, commencer à calmer le jeu. Pour l'instant, personne n'y croit. Alors, face aux mauvais chiffres, depuis 1 ou 2 semaines, les gens commencent à dire qu'il n'y aura plus de hausse de taux ce mois-ci, mais qu'il y en aura peut-être encore dans le courant de l'automne, vigueur américaine restant à démontrer. Mais je dirais que pour l'instant, côté taux, c'est plutôt tendu. Donc, ça, quelque part, ça freine le marché, puis ça laisse la place aux révisions de résultats. Mais il ne faut pas perdre de vue que si le ralentissement se confirme, on devrait avoir une perspective taux plus favorable. Et quand même, les marchés des 20 dernières années montrent que dès que ça se détend sur les taux, même si les résultats... C'est le thème de la duration, là, pour vous, qui est un peu devant nous. Même si les résultats se détériorent, on peut avoir un rebond de marché. Donc, nous, on est plutôt sur un ralentissement économique, plutôt soft landing, malgré tout, avec des taux qui devraient finir par se calmer assez rapidement, quand même. Et du coup, ça apporterait aussi un soutien au marché. Un peu de visibilité, de stabilité sur la partie obligataire, effectivement, qui a été très chérée encore cet été. Enfin, tout le monde à 3,90, 3,80 sur le 10 ans US au mois de juin, tout le monde était acheteur. Donc j'imagine que tout le monde à 4,30 était encore plus acheteur du 10 ans américain. Non, ça veut dire un 10 ans US qui pourrait être à 3,60 à la fin de l'année. D'accord, c'est ça. Oui. Mais c'est déjà quelque chose. C'est un point clé quand même, Vincent, parce que l'histoire des taux réels qu'explique Alain, c'est-à-dire que quand la Fed s'est lancée dans la course derrière l'inflation en 2022, l'inflation continuait de progresser et la Fed était toujours derrière, obligée, à coût de 75 points de base, d'essayer de rattraper le niveau d'inflation. Ce qui fait que les taux réels ont commencé à être positifs. Alors, j'ai plus la date en tête, mais peut-être il y a seulement quelques mois ou quelques trimestres. Au début de l'été. Et donc, en fait, le resserrement, c'est maintenant qu'il commence, avec d'un côté des taux qui sont maintenus à très haut niveau et une désinflation qui fait que les taux réels progressent désormais comme on ne l'a pas vu en 2022. Alors, premier commentaire, des taux réels positifs, ça veut dire que les entreprises qui ont beaucoup de cash, logiquement, sont très très bien rémunérées de leur détention de cash. À ma connaissance, les magnifiques Seven font partie de ces sociétés qui ont énormément de cash. Donc pour moi, les voir baisser à l'heure actuelle, alors que les taux réels sont négatifs, il y a une ambiguïté de message. La deuxième chose, ils sont positifs, les taux réels. Ils sont positifs. Oui, positifs. Donc logiquement, ces boîtes-là devraient être recherchées en bourse. On les voit plutôt baisser à l'heure actuelle. Depuis le mois de juillet, elles ont plutôt tendance à baisser. La deuxième chose, c'est que si on est dans une perspective, comme les Alain, de dire qu'il va y avoir de nouveau une détente sur les taux longs, les valeurs de croissance sont celles qui ont le plus de sensibilité aux taux longs, donc logiquement, elles devraient être, là encore, recherchées en bourse. Donc si je vois, c'est le même message pour le luxe, pour venir en France. Donc si on voit ces deux thématiques être à l'heure actuelle plutôt vendues, ça veut dire que le marché n'est pas dans une idée de taux longs qui vont baisser. Il est plutôt en train de reporter cette idée-là dans le temps. Higher for longer. Pour moi, le message qui est délivré par les banques centrales, qui est de dire on veut impérativement aller vers 2% de cible. Je ne sais pas si elles le feront réellement, mais elles persistent là-dedans. On a un certain nombre d'indications de remontée de l'inflation ou de persistance de l'inflation. Et ça, je pense que les taux longs sont en train de le comprendre. Ce qui veut dire que vous avez du coup une rotation qui est en train de se mettre en place sur les marchés financiers. Vous allégez les valeurs de croissance chères, qui ont en plus beaucoup monté, et vous vous reportez, parce que vous ne voulez pas sortir du marché, vous vous reportez sur des valeurs industrielles ou des valeurs plus value. Voilà. L'automobile tient bien, l'aéronautique tient bien. Vous faites de la rotation. Donc au bout du compte, vous pouvez à la fois satisfaire un stock picker ou un porteur d'ETF comme moi qui est capable de jouer aussi un petit peu sur la nature des indices, des ETF que vous allez traquer, les indices que vous allez suivre. Pour prendre un exemple concret, nous on s'est repositionné un petit peu sur le Russell il y a un mois.
Voilà. Les mid-cap américaines. Les mid-cap américaines. Pourquoi ? Parce qu'on a la conviction que la croissance domestique américaine va rester forte, que les États-Unis, entre guillemets, n'ont pas trop besoin du reste du monde, que c'est pas très grave de savoir si la croissance en Chine et en Europe se délite tranquillement. Donc l'important, c'est de voir ce qui se passe au niveau de la croissance domestique. Voilà. Vous êtes capable de faire comme moi un allègement sur le Nasdaq pour vous repositionner sur les mid-cap américaines. C'est pas forcément quelque chose qui va gagner tout de suite. Mais dans quelques mois, ma conviction, c'est que si effectivement mon scénario est correct, c'est-à-dire que la croissance américaine reste solide, la croissance domestique américaine reste solide, et que les taux d'intérêt long terme restent plutôt élevés pour longtemps, vous avez intérêt à faire un petit peu de rotation. Donc vous achetez la proba du chef économiste de Goldman Sachs, qui a encore baissé sa proba de récession 12 mois aux États-Unis. Ils étaient à plus qu'à 20%, et ils sont tombés à 15% là. C'est l'idée, quoi. J'achète depuis longtemps, c'est ce que j'ai mis en place dans mes portefeuilles depuis quelques mois et années. C'est pas un signal contrariant. Non, Non. C'est un vrai schéma possible, quoi. Moi, je suis convaincu que c'est tout à fait possible, oui, et que dans une année électorale, avec plus de 6% de déficit sur PIB. Voilà, je pense que vous allez pas faire craquer la croissance l'année prochaine. Si on parle de valeurs, de thèmes de marché, moi je veux bien qu'on redise un mot de la Chine avec vous, Céline, parce qu'on en parle régulièrement. Vous êtes global, action internationale, vous pouvez investir partout dans le monde. Vous aimez bien l'Asie, on a parlé du Japon aussi dans la sphère asiatique. Comment vous jaugez le niveau de pessimisme sur la Chine ? Est-ce que ça veut dire que le game est plié, comme on m'a dit ? Ou est-ce que, encore une fois, avec le travail d'un stock picker, je ne dis pas d'acheter toute la Chine, mais avec le travail de stock picking, est-ce qu'il y a des opportunités intéressantes pour celles ou ceux qui peuvent ou veulent aller sur ce terrain-là ? Je pense que oui. Ouais. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un environnement qui est extrêmement pessimiste. Il vous suffit de regarder quelques journaux au cours du mois d'août. J'avais rarement eu deux The Economist de suite sur la Chine. Donc effectivement, c'est très très rare. Un tel pessimisme sur une zone géographique. Et ce qui est extrêmement rare, c'est de le combiner avec des valorisations très basses. Parce que si vous êtes très pessimiste au moment où le marché est extrêmement élevé, ça peut se comprendre. Mais être extrêmement vendeur sur un marché qui est déjà sous-détenu et qui est déjà avec des valorisations qui sont au plus bas, parce qu'on est maintenant sur un marché chinois qui est à 8 fois les bénéfices, comparé par exemple aux États-Unis qui sont à 19 fois. Donc ça intègre déjà énormément de mauvaises nouvelles. Donc on est très très bas en valorisation. Et donc on a eu au cours du mois d'août la plus grosse sortie sur le marché chinois qu'on ait connue depuis qu'on peut suivre ces chiffres. En termes de décollecte. En termes de décollecte. Donc vraiment massif. Donc en tant qu'investisseur de long terme, forcément, ça m'interroge, ça m'interpelle. Quand je vois un tel océan de nouvelles négatives sur un marché, ça m'interpelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on investit sur un marché action, on s'intéresse à des entreprises. On n'investit pas... Quand on investit, par exemple, pas la Chine. On parlait d'Apple. Vous achetez une entreprise. Quand on achète Apple, on n'achète pas la Californie. Voilà, j'avais coutume de faire le même parallèle avec les actions japonaises. Je disais, quand j'achète Fanuc, j'achète pas la déflation au Japon. Voilà, donc il faut faire la part des choses. Et ce qui est très très intéressant, c'est que en Chine, aujourd'hui, vous avez des sociétés qui sont leaders dans le monde entier et qui sont cotées à la bourse de Shanghai ou à la bourse de Hong Kong, qui du coup se retrouvent avec des valorisations que je n'avais jamais connues, que beaucoup d'investisseurs n'avaient jamais connues. Donc ça rend les choses quand même intéressantes. Donc encore une fois, je pense que si vous êtes investisseur de long terme, ça vaut le coup aujourd'hui de s'intéresser à ce marché chinois. Je ne peux pas savoir si ça va rebondir dans 6 mois, dans 1 an, mais si vous avez le temps avec vous, il y a des choses à faire. Et notamment, dans quel type de secteur ? On a eu le salon de l'auto. À Munich, qui a eu lieu. On a entendu le patron de BMW dire que vraiment on était complètement nul en Europe parce qu'on ne se protégeait pas des Chinois. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, BYD se retrouve avec un boulevard en Europe. Mais ce boulevard, il vient du fait qu'ils ont investi depuis 15 ans sur les batteries électriques, qu'aujourd'hui 80% des batteries électriques dans le monde sont faites par les Chinois. C'est CATL ou BYD. Ils ont clairement une longueur d'avance sur nous en termes de technologie.
Et cette longueur d'avance, ils l'ont bâti sur de la taille. Parce que le marché chinois, aujourd'hui, il est très important. C'est le marché le plus développé sur les voitures électriques. Donc, ils ont pu, en plus, construire avec un avantage compétitif, avec une base de marché importante. Donc, ils ont des coûts qui sont beaucoup plus bas que les nôtres. Donc, ils arrivent avec une base coût qui est faible, un avantage technologique sur les batteries. Et donc, effectivement, ils peuvent avoir une marge opérationnelle qui est supérieure à 5%, avec des prix qui défient l'entendement. Si vous voulez avoir les mêmes prix, Volkswagen, ils ont des pertes de 20%. Ils sont à moins 20% en marge. Donc, c'est pas possible. Donc, il y a un énorme problème pour l'industrie automobile mondiale. Ça rappelle l'arrivée de Toyota, qui avait révolutionné la voiture dans les années 80. Aujourd'hui, s'il faut investir dans le secteur automobile, vous avez plutôt envie d'avoir une boîte chinoise qu'une boîte européenne. Ah bah, tout à fait. Voilà. Quand vous voyez que vous avez un tsunami qui vous arrive sur la tête, il faut quand même pas être complètement idiot. Il vaut mieux pas se le prendre sur la tête tout de suite. Et donc malheureusement, là, je vois pas très bien comment est-ce qu'on va pouvoir se cacher. BYD vont arriver avec une voiture à 10 000 €. 10 000 €, c'est quand même très très faible. Et je ne crois pas que les constructeurs européens. Ouais, mais ils vont pas attaquer. C'est pas Daimler, c'est pas Porsche qui vont se faire attaquer par BYD. C'est le cœur du marché. C'est plutôt, oui, mais c'est du généraliste qui va se faire attaquer par BYD. D'accord. C'est le mass market. Bah oui, mais on a des marques premium, nous, en Europe. C'est du premium, c'est quand même compliqué. Notre savoir-faire. C'est quand même très, très compliqué quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui est aussi fort. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses comme ça qui sont en train d'arriver. Et après, on parlait tout à l'heure du renouvelable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Chine, donc ils ont fait un pari technologique très fort sur les énergies renouvelables. Et ils sont en tête sur l'éolien. Ils sont en tête, on parlait d'Ørsted tout à l'heure. Ce qui est en train de nous arriver sur Vestas, sur Ørsted, c'est que les Chinois sont clairement en avance aussi sur l'éolien offshore, sur les panneaux solaires, sur lequel ils ont la technologie, la taille, les coûts. Donc ils ont énormément de choses qui jouent en leur faveur. Et ils ont démontré leur capacité puisqu'ils ont déjà déployé sur un gros marché. Un chiffre que nous apportait hier Benjamin Louvet, que je salue, gérant matières premières chez Ophi Invest Asset Management. En 2023, la Chine aura installé pour plus de 200 gigawatts de puissance de panneaux solaires, ce qui est plus que ce que l'ensemble du monde a installé l'an dernier. Voilà. Donc, pour donner la perspective de la dynamique. Pour gagner des gros contrats, il faut que vous ayez démontré votre savoir-faire. Alain, l'auto, c'est tellement pas cher. Et en même temps, ça fait partie des secteurs qui tiennent bien en Europe en ce moment. Enfin, je veux dire, là aussi, j'aime bien ce que disait Céline. C'est un secteur typiquement en Europe où le pessimisme est déjà exacerbé de toutes parts. Alors d'abord, les valorisations sont faibles sur le taux, d'une part. Et ensuite, on sort d'un semestre où les résultats ont été très bons, voire assez, plus élevés que les attentes. Malgré la déferlante chinoise qui arrive. Oui, mais non. C'est pour ça que je pense que les résultats ont ont bien aidé les sociétés. Mais en effet, cette monnaie chinoise, elle est connue depuis un moment et elle commence à se matérialiser. C'est vrai que là, BYD, alors on va leur demander de faire des usines chez nous, on va les taxer sur le carbone parce que chez eux, on va dire que c'est plus CO2 unfriendly dans les processus de production, mais visiblement, même si on leur met toutes les... même avec une taxe carbone, ils sont capables d'être compétitifs sur notre marché. Mais bien sûr. Des images, il semblerait qu'ils sont encore 25% moins chers que Tesla, même à after tax. Donc c'est quand même très gênant. C'est-à-dire que Tesla, faut qu'il baisse ses prix encore de 25%. Tesla a beaucoup baissé ses prix d'ailleurs. Mais je sais bien, oui. Donc oui, l'auto, ça va être compliqué à moyen terme. Et puis il y a peut-être aussi un gros risque de grève aux États-Unis. Je sais pas si, on en a parlé en début de semaine. Donc attention. Et par rapport à ce que vous disiez, moi je serais plutôt sur. Vous disiez finalement. Les taux vont rester longs, donc le marché va s'écarter des valeurs de croissance et va aller plutôt vers les cycliques ou les industriels. Moi, je pense quand même que dans le ralentissement économique qu'on va vivre dans les prochains trimestres, ces valeurs cycliques et industrielles, elles vont souffrir des baisses de résultats. Elles sont trop chères là par rapport à ce qui peut arriver dans le cycle dans les prochains mois. Elles sont pas chères, mais en revanche, le risque de révision des résultats est plus violent. Par exemple, c'est une mid-cap, mais une société comme Chargeur aujourd'hui, qui annonce sur sa partie, sur les films de protection, que c'était un peu moins bon que prévu, elle perd 10%, accentué par le côté mid-cap. Oui, c'est ça. C'est aussi il faut faire quand même attention sur le fait que même Ørsted, qui fait un tourné, boom, c'est pas aussi simple que ça. Donc je serais quand même assez prudent sur les industriels et les cycliques, parce que les résultats vont vraiment souffrir. Vincent, qu'est-ce qu'on fait là en cette période de rentrée quelle est la logique d'investissement? Parce que, autant se le dire quand même, le niveau d'incertitude est quand même assez élevé. On a des belles convictions que vous partagez avec nous ce soir, mais comment on gère une allocation prudente, standard chez vous, chez WeSave? Alors, sur les taux d'intérêt long terme, on n'est pas chaud,
parce qu'on est convaincu qu'il va y avoir un retrait des banques centrales et une offre importante, des émissions importantes. Donc on est plutôt sur la partie courte des taux. Dans la mesure où les États-Unis risquent de tenir mieux que l'Europe, paradoxalement, c'est probablement du côté des taux européens qu'on pourra avoir des bonnes surprises. Donc on est plutôt positionné taux court européen, contrairement à beaucoup de confrères. Ah oui, c'est contrariant ça. Oui. Oui, oui. Oui. On a fait un mouvement sur le yen, c'est-à-dire qu'on était jusqu'à présent couvert sur notre exposition sur le Japon, et on est convaincu que là, la Banque centrale, les autorités commencent à délivrer un peu trop de messages récurrents sur la devise. Il risque d'y avoir une intervention, il risque d'y avoir une inflexion éventuelle. Vous n'avez pas hésité à intervenir déjà il y a quelques mois ou quelques trimestres, je crois que c'était une première depuis très longtemps. On est convaincu que là, la baisse du yen est trop forte. Et que désormais ils vont plutôt soutenir la devise. Donc nous on a toujours une exposition sur le Japon, mais désormais on est exposé en yen. Réciproquement, dans la mesure où on était convaincu que beaucoup de zones ralentiraient, mais que les États-Unis se porteraient bien, on avait fait un transfert plutôt vers le dollar pendant l'été. Ce que je vous ai indiqué, donc un rééquilibrage un petit peu des positions américaines entre le Nasdaq, sur lequel on a pris des bénéfices, et un report vers ce qu'on appelle le cyclique domestique, small cap, donc avec le Russell. Et le dernier mouvement qu'on a fait, c'était d'alléger les obligations indexées sur l'inflation, parce qu'on est convaincu qu'on va atteindre un palier désormais sur ce sujet-là, pour réinvestir sur les matières premières. Donc de nouveau, nous on s'expose sur le thème de l'inflation, mais on est convaincu qu'il y a beaucoup plus de leviers à prendre sur les matières premières elles-mêmes, ou éventuellement ce qu'on a... C'est pas juste le pétrole en plus, hein, c'est là aussi un point qu'on notait. Je vous renvoie vers l'interview de Benjamin Louvet hier, vous la trouvez en replay, où il y a tout ce qu'il faut savoir. C'est le pétrole a pris 30%, le cuivre, le nickel, le zinc, le lithium, l'aluminium, ça n'arrête pas de baisser depuis que le pétrole a repris 30%. Et ça va redémarrer. Voilà. Ça va redémarrer. On l'a fait aussi implicitement en remontant un petit peu l'exposition sur le FTSE, par exemple, parce que c'est un indice qui est très chargé sur la thématique des matières premières. En termes de valorisation, c'est la valorisation du marché chinois, avec pour moi un confort beaucoup plus grand, être exposé entre guillemets sur une recovery pays, matières premières, etc., plus sympathique que la Chine. Où vont vos intérêts de stock picker aujourd'hui, Céline? Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Vincent. C'est-à-dire qu'en fait, donc, moi, je pense qu'il faut avoir zéro exposition sur la technologie. Zéro. Voilà. C'est clair. Au moins, c'est un là, pour vous, il y a peut-être un moment de sous-performance durable aujourd'hui qui commence, quoi. Je pense que c'est pas du tout un moment qui est favorable quand on a des taux qui montent et quand on a l'environnement auquel on est confronté, notamment sur la demande pour les semi-conducteurs qui se contractent. Si on écoute les résultats de Taiwan Semiconductor qui sont sortis au mois de juillet, ça sera moins 15% de ventes sur le deuxième semestre. On est dans un environnement difficile. Je ne pense pas que ce soit le moment, compte tenu justement de l'écartement qu'on a entre les valorisations, les attentes du marché et les résultats qui vont sortir, qui seront décevants. Donc je ne pense pas qu'il faille y aller. À l'inverse, effectivement, je suis assez favorable à des secteurs qui me semblent toujours intéressants. Par exemple, la pharmacie aux États-Unis. On est sur des sociétés comme Merck ou Johnson & Johnson, on est à 12 ou 13 fois les bénéfices avec des coupons de 3, un peu plus de 3%. On ne prend pas un risque phénoménal parce qu'on ne sait pas exactement où va finir l'économie, donc on ne prend pas de risque, mais on est investi quand même. Et puis après, je pense qu'il y a toujours des choses à faire sur le secteur de l'énergie. Une société comme Schlumberger, qui doit être à 14 ou 15 fois les profits, je pense que c'est toujours intéressant. Une société comme Total, en France, qui n'a pas fait grand-chose cette année, malgré cet été, c'est bien reparti cet été. Oui, mais enfin, on partait de loin. Ah bah oui, il y a eu 6 mois. Il y a eu un contre-coup quand même. On est en négatif. Oui, il faut le début de l'année, mais après 2021-2022 quand même. On parlait tout à l'heure d'un choc d'offres. Je pense qu'effectivement, on va vivre dans un environnement où on va parler beaucoup plus de l'offre et beaucoup moins de la demande. L'économie d'offres. Et ce qui s'est passé depuis 15 ans, c'est qu'on n'a pas été chercher ni de pétrole, ni de cuivre, ni de tout un tas de matériaux dont on a besoin, notamment pour cette transition énergétique qu'on appelle tous de nos voeux, et pour consommer ces voitures électriques qui vont être... qu'on va devoir acheter de plus en plus
au cours des prochaines années. Donc vous avez le droit Donc, d'avoir voilà. du Total. On a encore le droit d'avoir On peut avoir du Énergie dans Total. un On portefeuille peut avoir action. du Non, mais je Total et être demande. un investisseur européen, tout à fait. Voilà. Que- Donc effectivement, ouais. des choses, à mon avis, qui peuvent être très différentes de ce qu'il y a aujourd'hui dans un certain nombre de portefeuilles. Ah ouais. Voilà. Dans le momentum de marché, enfin ce qu'on a vu jusqu'à Voilà. présent du momentum Voilà. de marché. Alain, bon, vos commentaires, je voulais quand même aussi vous faire réagir à la phrase du patron du fonds souverain norvégien sur l'intelligence artificielle. On parlait de la tech. Bon, il a investi dans le plus gros fonds souverain du monde, il a investi dans 9000 boîtes dans le monde, il a à peu près 1,5% de 9000 sociétés dans le monde, donc il a quand même une vue un peu de ce qui se passe. Sur l'IA, il dit, c'est comme quand on est dans une fusée en direction de l'espace ou de la Lune, c'est à la fois très excitant et très effrayant. J'espère que nous sommes dans Apollo 11 plutôt que dans Challenger. Rappelons-nous qui s'était crashé. L'objectif de la mission est d'atterrir en sécurité. C'est pas mal comme phrase, je trouve. Ça décrit bien un peu quand même à la fois le thrill du moment, l'excitation, l'envolée et quand même le risque que ça comporte qu'il y ait des atterrissages un peu douloureux, quoi. Ce qui veut dire, cette c'est thématique qui englobe. Alors aujourd'hui, il y a Nvidia, mais l'IA. Chaque fois qu'on croise quelqu'un, un patron, on lui demande et l'IA chez vous. Ce qui veut dire, c'est que c'est une technologie qui potentiellement pourra apporter beaucoup d'opportunités ou de disruptions, que beaucoup de gens investissent dessus, puisqu'on voit le chiffre d'affaires d'NVIDIA qui se développe beaucoup plus rapidement que prévu. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de grands groupes réservent des capacités de data center, veulent explorer cette technologie. Donc ça en soi, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on peut espérer qu'elle apportera des gains de productivité. Maintenant, la vitesse de déploiement, est-ce qu'elle fera des victimes, etc., c'est un petit peu toute la question, hein. On a vu tous les téléperformances, Co, où le marché considère que l'IA va les tuer. Je ne suis pas du tout de cet avis, mais bon... il y a eu des réactions, certains secteurs ont été massacrés parce qu'on avait peur qu'ils n'existent plus après l'IA. Et puis, évidemment, comme on ne sait pas trop ce que ça va faire, souvent on préfère privilégier les fournisseurs de pelles. Et là, Nvidia est un peu la poule aux œufs d'or. Dire. Maintenant, plus généralement, sur la perspective de marché, moi, je reste dans l'idée que, alors, par exemple, sur les semi-conducteurs, moi, je pense qu'on a vu le plus bas et que du côté de l'activité, il n'y a pas que Nvidia dans la vie, hein, mais qu'on est plutôt dans une période, il n'y en aura pas pour tout le monde, et que les prix vont continuer à bien se tenir. Moi, il me semble, j'ai plutôt, ce que j'ai entendu dire, c'est que, que depuis cet été, en fait, ça repart. Donc, on n'a peut-être pas le même point de vue. Ça dépend des sociétés, bien sûr. Oui, ils ne sont pas tous positionnés de là. Alors, TSMC, c'est le mastodonte, mais après, chacun a ses spécificités, adresse des marchés, mais en tout pas cas, forcément les mêmes que les concurrents, sur etc. Sur la technologie en général et sur les semi-conducteurs en particulier, ce qui pourrait poser problème, c'est les taux. Mais à mon avis, ça ne va pas être les résultats, en tout cas. Et plus généralement, dans un contexte où je pense que l'économie va ralentir et où les taux vont se tasser, je reste quand même assez favorable. Je pense que la technologie ne va pas se cracher globalement. Et par ailleurs, effectivement, alors la santé, c'est sûr, c'est un secteur tout à fait intéressant parce qu'il est assez défensif, il n'est pas très cher. Et en plus, il y a quelques sociétés qui ont sorti des nouvelles qui sont assez bonnes. Je pense évidemment à Novo Nordisk, où on se rend compte que les médicaments pour le diabète font des miracles contre la perte de poids. Donc là, c'est des nouveaux marchés et elle n'a cessé de surprendre cette année. Ouais. Mais on a aussi effectivement aux États-Unis Merck ou Lilly qui sortent des choses pas mal. Et c'est un secteur qui globalement n'est pas cher. Donc là, et d'ailleurs, il se porte assez bien depuis quelques semaines. Ouais. Donc oui, la santé. Cet été, ça a bien tenu, ça a bien fait. Voilà. Alors maintenant, le luxe. Oui, forcément, là, depuis quelques semaines, ça va mal sur la Chine. Donc tout le monde vend le luxe, c'est un peu logique. Richemont, hier, a alerté que ça ralentissait. Maintenant, il faut voir où on est. LVMH, c'est une société qui a 20 fois les résultats maintenant en 2024. C'est pas, ça ralentit en Chine, mais ça ralentit aussi aux États-Unis. Donc, ça peut durer la sous-performance là, ou est-ce que ça va prendre 48 heures avant que tout le monde autour de la table me dise non, mais il fallait racheter. On aura sûrement une petite érosion de résultats, mais à mon avis pas massive. Et quant aux valorisations, on est à 20 fois les résultats. Sauf si les taux devaient monter fortement, je ne pense pas que ça ira tellement plus bas. Notons que Bernard Arnault continue d'en racheter à des tombereaux, qu'il vente ou qu'il neige, et que pour lui, il n'y a pas de changement. Donc oui, c'est le secteur qui est un petit peu... Enfin, vous avez des craintes sur la Chine, forcément, vous vendez le luxe, c'est normal. Mais là, après le recul des 15 derniers jours, je pense qu'on n'est plus très très loin du plus bas. Mais on verra. On verra. Techniquement, je crois qu'effectivement, on approche des cibles graphiques qui soit doivent intéresser les investisseurs, soit on laisse passer et on voit jusqu'où ça nous mène. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Céline Picmal-Prade, Picmal Houghton Investments, Alain Dubrul, Claresco et Vincent Lecartier, WeSave, nous accompagnaient en plateau.